Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. Cette expérience dont je parle, on la retrouve dans votre dernier livre, Histoire intime de la Ve République chez Gallimard. Le deuxième tome, La Belle Époque, vient de sortir. Il est centré sur les années 70. On va en parler. D'ailleurs, c'est assez troublant. Quand on regarde les défis que vous listez à l'époque, on a un peu l'impression de retrouver nos petits d'aujourd'hui. J'en cite quelques-uns. L'urgence écologique, la désindustrialisation, le chômage, l'immigration, la perte de l'autorité, des repères. Est-ce que ça veut dire que tous nos malheurs d'aujourd'hui ont commencé à ce moment-là ? Oui, un peu. Ça germait. C'était pas encore puissant. C'est dans les années 80 qu'on va commencer à dégringoler dans le toboggan, quoi. C'est ça. Mais tout est là. Et notamment, vous parlez de l'écologie, c'est frappant parce que c'est là qu'il y a l'idée de décroissance qui apparaît. Vous vous souvenez de cette histoire. Les premiers écologistes aux élections aussi. Voilà, c'est ça, les premiers écologistes qui font des scores, qui sont écoutés, qui sont entendus. Donc, il y a cette chanson de Nino Ferrer, vous savez, la maison près de la fontaine, qui est une sorte d'hymne écologique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça sent l'hydrogène sulfuré, l'essence, etc. Donc, vous avez ce courant-là. Et sur tous les sujets que vous listiez. Oui. C'est aussi l'écologie, Frantz, l'époque du tout voiture, l'époque du tout pétrole, les années 70. Il y a les chocs pétroliers d'ailleurs dont vous parlez, mais on se dit aussi que ces années-là ne nous ont pas facilité la tâche aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui on est dépendant de la voiture, on est dépendant du pétrole, et en fait nous voilà bien embarrassés. Oui, mais on voyait bien qu'il y avait un problème. Vous vous souvenez du film Week-end de Jean-Luc Godard, on voyait ces bouchons absolument incroyables autour de Paris. Donc c'est vrai que c'est à ce moment-là que ça émerge, et simplement... il y a des problèmes qui commencent à être réglés, un peu. Là, de ce point de vue, je pense que s'il y a une nostalgie aujourd'hui forte, c'est parce que les deux présidents qui ont géré ces années 70, Pompidou d'abord, tout ça a été interrompu par sa mort, évidemment, et puis Giscard ensuite, ils ont essayé de régler les problèmes. Et c'est vrai qu'après, on a le sentiment que on remet ça toujours, tous les gros problèmes, on remet ça au suivant, on se passe au mistigris, vous voyez, ou la patate chaude, comme on peut dire. Il y a aussi quelque chose qui apparaît assez fortement dans votre livre, enfin, de mon point de vue, c'est le rapport peut-être au loisir, au plaisir. Aujourd'hui, quand on nous dit qu'il faut travailler plus longtemps, on va repousser l'âge de départ à la retraite, on va diminuer la durée d'indemnisation des chômeurs. On est beaucoup sur le travail dans les débats politiques du moment. Est-ce qu'on voit la vie de manière différente aujourd'hui de ce qu'on la voyait dans les années 70 ? Je peux témoigner parce que j'étais là. Et c'est vrai qu'au début, dans les années 70, quand vous avez par exemple 20 ans, l'avenir est à vous. Il y a ce sentiment très fort, à mon avis, qu'on n'a plus aujourd'hui dans les nouvelles générations, notamment aussi la facilité du travail. C'est-à-dire, moi je me souviens, j'étais pigiste dans un journal régional, et puis pour me faire du fric en plus, j'étais serveur le soir notamment, enfin les week-ends, dans un café-restaurant, etc. Et je me faisais un argent d'enfer. Au black, évidemment, tout ça n'étant pas déclaré. Parce que c'était l'époque, c'était comme ça, vous voyez. Et il y avait du travail partout, il suffisait de se baisser. C'est vrai qu'on est dans une période différente, même si il y a quand même plus de travail. On voit très bien, il y a des gens aujourd'hui qui profitent aussi du système social, il faut bien le dire. Dans les défis, enfin, on disait ça germe à l'époque. Aujourd'hui, c'est très prégnant. Et d'ailleurs, vous en parliez il y a quelques jours dans l'un de vos éditos pour Le Point. Il y a la question de l'immigration. Alors, on rappelle, début d'année prochaine, il y aura un projet de loi au Parlement. Dans une semaine, un débat pour commencer à l'Assemblée nationale. Et puis, il y a 15 jours, c'était l'accueil de l'Ocean Viking avec ses 200 migrants à bord. Vous êtes très critique sur cette question. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on fait de la com. On fait des projets, une migration, alors des grands débats. Mais en fait, on n'applique pas les lois. Je crois que c'est le grand problème de la société aujourd'hui. S'il y a un délitement de l'autorité, c'est qu'il y a des lois. Ces lois ne sont pas appliquées et tout le monde s'en fout. Donc on refait, on empile les nouvelles réformes. On empile, alors oui, ça va occuper la scène. Mais on est systématiquement dans la com. C'est pas d'ailleurs propre à cette présidence-là. Enfin, même si elle a un peu exagéré sur ce plan. Mais ça fait longtemps que ça dure. Et je pense que, si vous voulez, les vrais sujets sur l'immigration, c'est qu'est-ce qu'on fait quand ils arrivent ? Et il faut peut-être pas, d'ailleurs, il faut peut-être un peu contrôler les arrivées. Qu'est-ce qu'on fait ? Il faut surtout travailler sur l'intégration et l'assimilation. On a besoin d'immigration dans ce pays, c'est évident. Quand le ministre de l'Intérieur dit qu'il y a des métiers en tension, on va pouvoir donner des titres de séjour. On peut se dire il a raison. Il a raison, bien sûr. Non, mais attendez, le sujet, c'est pas ça. C'est que de toute façon, la France en plus est un pays d'immigration. C'était écrit par tout le monde. C'est évident. C'est un isthme. On arrive là. Le pays est composé de différentes couches d'immigration. Donc le sujet, c'est pas ça. C'est que si on contrôle rien, si toutes les frontières sont ouvertes en permanence,
Bon, ben, on voit très bien, on arrive à la situation d'aujourd'hui. Pas d'intégration. Alors l'assimilation, on n'en parle même plus, c'était avant. Et puis, par exemple, ce qu'on a vu dans notre pays frère en Belgique hier soir, c'est-à-dire des espèces d'émeutes complètement dingues, parce que à l'issue du match de la Coupe du Monde de foot entre Maroc et Algérie, voilà, où le Maroc l'a emporté. L'a emporté contre la Belgique, et là, qu'est-ce qui se passe? On va brûler les drapeaux belges, enfin voilà, des grosses manifs, et on casse tout dans Bruxelles. Ça, si vous voulez, c'est un vrai souci. C'est un signe de manque d'intégration de votre point de vue, ça? Ah bah attendez, l'intégration, ça se fait à l'école. Enfin, on a l'impression que tout est débordé, tout le système est débordé et tout le monde s'en fout. Et là, on refait une loi immigration et vous verrez qu'il ne va rien en sortir parce que c'est comme ça. Parce qu'il faudrait commencer d'abord par appliquer les lois. Les lois, elles sont là, vous voyez. C'est comme la loi sur le séparatisme. Je veux dire, oui, c'est vrai que l'idée... Alors, c'est sûr que le pouvoir n'est pas aidé par la justice non plus. On l'a vu dans l'Ocean Viking, l'histoire de l'Ocean Viking. Effectivement, il y a certaines prolongations de détention qui ont été refusées. Oui, passe son temps à faire des pieds de nez au pouvoir politique, etc. Bon, ben ça se gère peut-être là par des petites réformes. Enfin, c'est pas la grande loi immigration où chaque ministre voudrait laisser son nom comme ça, déposer son nom pour l'éternité. Mais c'est pas comme ça que ça marche. Et en plus, de toute façon, tout le monde s'en fout. Le vrai problème, je le répète, c'est le délitement de l'autorité, les lois qu'on n'applique pas. Et c'est ça, aujourd'hui, du haut en bas de la hiérarchie sociale, c'est comme ça que ça marche, ça ne peut plus continuer comme ça, c'est évident. Votre livre, je le disais, vous l'avez intitulé « La Belle Époque ». Ouais. Ça fait rêver. Il y a quelques mois, enfin quelques années presque maintenant, en pleine épidémie de Covid, Emmanuel Macron avait promis le retour des jours heureux. Quand on voit aujourd'hui la guerre en Europe, l'inflation, le défi climatique dont on vient de parler, bon, est-ce que vous voyez le retour des jours heureux? Est-ce que vous pourriez écrire aujourd'hui un livre qui s'appellerait « La Belle Époque » et qui parlera des années 2020? Non. Ah non, c'est clair. Ah non, mais attendez, je crois que c'est pas foutu. C'est-à-dire, moi, je ne suis pas décliniste. Je pense que le déclinisme qui se développe dans le pays, c'est dû au fait que vous avez des pouvoirs politiques qui succèdent, qui ne règlent pas les problèmes, qui reportent, et qui, au fond, font de la com. Enfin, et là, on a le summum avec aujourd'hui Emmanuel Macron, qui est top. Regardez, il annonce les RER sur YouTube. Mais qu'est-ce que c'est? On n'a pas élu un YouTuber, on n'a pas élu un danseur de claquettes ou autre chose. Mais non, mais c'est pas à lui de le faire, ou il peut le faire différemment. Enfin, vous voyez Pompidou faire ça, vous voyez De Gaulle annoncer. Enfin, c'est vrai qu'il n'y avait pas YouTube à l'époque. Non, mais attendez, il annonce, ça n'est pas financé. Enfin, c'est quoi ce truc? Enfin, ça veut dire quoi? Et puis, d'ailleurs, il pourrait rappeler qu'il y a déjà Bordeaux va avoir un ERR. Enfin, Bordeaux travaille déjà dessus. Enfin, bon, voilà. Mais si vous voulez, on est dans l'annonce, dans l'effet d'annonce en permanence. Danseur de claquettes, pourquoi danseur de claquettes? Parce que ça va d'un truc à l'autre. Il est en représentation, mais on a besoin d'un président qui fasse pas d'effet d'annonce, qui travaille, qui annonce, qui décide. Vous voyez ce que je veux dire? C'est ça le sujet, c'est décider. La politique, c'est choisir, et la politique, c'est décider. Alors, par exemple, si on revient aux années 70, on ne peut pas dire que Pompidou n'a pas décidé, notamment en matière d'industrialisation. Alors après, les chocs pétroliers ont été des catastrophes. Parce que là, attendez, c'est vrai que j'entends le discours de la Macronie, c'était très dur, le Covid, plus la guerre en Ukraine. Mais enfin, la guerre en Ukraine, s'il y a des problèmes d'énergie aujourd'hui, il aurait peut-être fallu y penser avant, notamment sur le parc nucléaire, au lieu d'arrêter tout, enfin, de déstabiliser complètement. Ça quand même à faire monter les prix aujourd'hui. Oui, un peu, c'est vrai, mais c'est pas l'essentiel, vous savez très bien. Les prix, pourquoi ils augmentent? Attendez, on l'a écrit, alors là, vous citiez les éditos du Point, j'ai écrit, évidemment, que l'inflation allait revenir. Si on imprime des billets, ce qu'on a fait pour le quoi qu'il en coûte, l'Europe l'a fait, on imprime des billets, forcément, il y a de l'inflation derrière. Évidemment, on l'a fait, ça devait venir. Donc, faut pas tout mettre sur le dos de la guerre en Ukraine. Ça marche pas. C'est aussi prendre les Français pour des imbéciles. Je pense que, voilà, moi, je rêve, si vous voulez, et je pense que Macron serait capable de faire. Il est intelligent, au lieu de sombrer complètement dans la com, 24 heures sur 24. Mais on rêve d'hommes d'État, si vous voulez, qui pensent un peu à l'avenir. Vous savez, qui pensent à la prochaine génération et non pas à la prochaine élection. En plus, il pourrait penser à la prochaine génération, puisqu'il ne peut pas se faire réélire. La com, c'était aussi, l'une des caractéristiques d'un des présidents des années 70. Vous avez raison. Valéry Giscard d'Estaing. Ouais. C'était un homme de com, c'était un homme de télé déjà à l'époque. Un peu raté à chaque fois d'ailleurs. Oui, alors, vous n'avez pas l'air d'être trop fan de la com d'Emmanuel Macron non plus, donc peut-être ça leur fait un point commun. Non. Parfois, le président ou ses proches le comparent à De Gaulle ou à Mitterrand. Duquel des présidents de ses prédécesseurs est-il le plus proche, à votre avis, Emmanuel Macron? À qui il ressemble? À qui on peut le comparer?
À Giscard. À Giscard. À Giscard, alors à une différence près, c'est que Giscard se calque sur De Gaulle. Hein, c'est l'assassin du général avec Pompidou. Les deux, d'ailleurs, ce sont à la fois les enfants et les assassins. C'est-à-dire en 1969, quand il y a eu le référendum, ils l'ont un peu poussé dehors. Bon, chacun à sa façon, mais ils l'ont poussé dehors pour s'installer à sa... Mais les deux, ils essaient de gouverner comme lui, vous savez. C'est-à-dire que gouverner, d'ailleurs, c'est pas le mot. Giscard, il préside. Il préside. Et le Premier ministre gouverne. Alors, c'est pas trop vrai avec Chirac, c'est un peu compliqué, mais enfin avec Barre, il a vraiment une autonomie, on peut dire, il gouverne. Et ça, si vous voulez, ça permet au président de prendre du recul. Et Giscard, qui fait beaucoup trop de com, et très mal, l'accordéon, enfin tout ce genre de conneries, parce que bon, il jouait pas très bien, et tout ça, cette idée aussi, vous savez, le petit déjeuner avec les éboueurs, enfin ça faisait vraiment toujours l'aristo, enfin, avec les caméras de télévision. Le descendant de Louis XV, voilà, qui allait voir le bon peuple, c'était... Enfin, ouais, et puis les dîners chez les Français, enfin tout ça a été un peu comique, il faut bien le dire, mais derrière, il essayait de voir loin et de prendre du recul. Et c'est très important pour un président. Et là, c'est le problème peut-être aussi de la réduction du mandat présidentiel de 7 à 5 ans, où on a une américanisation du système, et on a des présidents qui ont tendance à être, parce qu'ils sont là, sollicités sans arrêt, à faire du discontinu, vous voyez, et à être toujours au centre. Or, la constitution de la Ve République avait cela de bien, c'est que De Gaulle disait toujours, il voulait faire de ce président de la République une sorte de reine d'Angleterre, c'est-à-dire vous aimeriez plus un de président surplomb. qui aurait une continuité et qui aurait du recul et qui effectivement surplomberait la politique. Le rôle du président de la République, selon la Constitution, c'est aussi de s'occuper de la politique étrangère, de porter la voix de la France sur la scène internationale. Si on fait une comparaison encore, années 70, aujourd'hui, est-ce que vous trouvez que cette voix, elle est restée au même niveau ou est-ce qu'elle s'est affaiblie? On voit par exemple Emmanuel Macron, il essaie de garder le lien avec Vladimir Poutine, avec Volodymyr Zelensky sur le cas de la guerre en Ukraine. Il a raison, bien sûr. Oui. Il a raison. Non, mais le seul problème, si vous voulez, c'est pour faire une politique étrangère forte, il faut une économie forte. L'économie française... Qu'on n'a pas? Bah, évidemment, ça, attendez, on descend. Attendez, le problème, si vous avez ce sentiment aussi en France aujourd'hui, c'est qu'il y a un sentiment de déclassement. Vous savez pourquoi? En 1975, en matière de niveau de vie, nous étions numéro 5. Nous sommes aujourd'hui au 26e rang. Et c'est pas fini, on descend. Alors Bruno Le Maire vous dirait, on a une inflation plus basse que nos camarades européens. Enfin, on se fout du monde quand on dit ça. Attendez, moi j'aime beaucoup Bruno Le Maire, qui est vraiment une belle figure de la politique. Quand il dit ça, quand même, sérieusement, on a aidé, comment dire, on a subventionné les prix de l'énergie, ce qui évite évidemment les problèmes qui se sont posés ailleurs. Mais de toute façon, on va voir l'inflation. On prend rendez-vous, si vous voulez, dans 3 mois ou dans 6 mois. Vous savez très bien qu'elle sera plus élevée qu'aujourd'hui. Donc il faut, je veux dire, faut arrêter de raconter des sornettes aux Français. Et vous voyez, c'est aussi l'époque des années 70. On faisait un peu de pédagogie, ce que ce gouvernement... Et on racontait moins de sornettes? Bah, évidemment, parce que quand on disait, par exemple, pour régler le problème des chocs pétroliers, les problèmes ont été abordés de front. Là, aujourd'hui, par exemple, vous voyez, le vrai sujet, s'il y a des pannes d'électricité cet hiver, vous savez très bien, c'est à cause du saccage sur le nucléaire. Hein, et là-dessus, il y a eu des propos très clairs de l'ancien patron d'EDF, qui a dit la vérité. C'est-à-dire, on lui a dit de tout arrêter, après on lui disait de reprendre, après on lui disait d'arrêter. Il paraît que la loi qui supprime, qui met fin à 14 centrales est toujours en cours. Oui, enfin, parce qu'il y a une nouvelle loi qui doit être votée pour faire la programmation de l'énergie. Tout ça est dément. Oui, mais enfin, ça fait déjà plusieurs mois que ce sera l'année prochaine. Macron a fait son grand virage sur le nucléaire. Bon, il aurait pu aussi le faire suivre par la loi. Vous voyez, au lieu de faire des grands projets sur ceci, sur cela, des grands projets de loi. Je le répète d'ailleurs, de toute façon, appliquons la loi. Ça, c'est vraiment le message. Il y a un autre point sur l'international qui vous a fait réagir ces derniers jours, c'est la manière dont la France se comporte face à la Coupe du Monde au Qatar. Alors, ce week-end, Emmanuel Macron a fait un nouveau tweet en disant que le Qatar, qui avait entrepris des changements concrets, pouvait compter sur notre soutien. Il y a une dizaine de jours, il avait dit qu'il ne fallait pas politiser le sport. Pourquoi ça vous fait bondir ? Parce qu'il y a beaucoup d'hypocrisie. Quand même Emmanuel Macron dit il ne faut pas politiser le sport. Non, mais c'est une foutaise. Attendez, moi, je regarde les matchs, ou je les écoute. J'adore écouter les matchs à la radio. Et je les écoute, donc ça m'intéresse. Et mon plaisir est là aussi. Et je ne dis pas qu'il faut boycotter. C'est idiot. Évidemment, d'ailleurs, de toute façon, les appels au boycott ne marchent pas et ne pouvaient pas marcher. Mais en vérité, ce sujet sur le Qatar, on ne peut pas...
le fait que c'est un pays quand même très bizarre. C'est un pays bigot, les mosquées partout, et surtout, les relations sans mariage sont interdites. Et puis, il y a une homophobie d'État. Et puis, homophobie d'État, il faut bien voir ce que c'est. C'est quand même la chasse aux homosexuels. Mais alors, si on boycotte pas, on fait quoi? Parce que c'est quoi le... on le dit, on n'a pas peur. On parle. On parle. Je sais même pas, vous voyez, s'il fallait être contre maintenant que c'est fait, c'est fait. À l'époque, j'étais contre, mais après tout, c'est là-bas, allez, ne boudons pas notre plaisir. Mais en même temps, disons les choses, il faut pas avoir peur. Et il faut qu'ils sachent aussi ce qu'on pense d'eux. Et puis l'esclavagisme. Tous ces travailleurs asiatiques qui sont morts de chaleur, travaillant. Mais enfin, on ne sait pas les statistiques, c'est effrayant les chiffres qu'on a. Alors je ne sais pas, c'est peut-être exagéré. En toute façon, c'est plusieurs centaines qui sont morts parce qu'ils travaillaient dans des conditions effroyables. Travailleurs, sur les États, si on aligne les chiffres des États, on arrive à plusieurs milliers. Il faudrait plus de courage de votre point de vue pour le dire. Oui, bien sûr, mais je crois qu'il ne faut pas avoir peur. Et vous voyez, De Gaulle n'avait pas peur. Mitterrand n'avait pas peur. Parfois, j'ai l'impression que Macron a un peu peur. Cette semaine, il sera, le président français, aux États-Unis. C'est un pays que vous connaissez bien. Oui, bien sûr. Votre père est américain. Comment vous qualifiez aujourd'hui la relation qu'on a avec les Américains? Est-ce qu'on est plutôt du côté de la proximité ou des désaccords? On n'existe pas. On n'existe pas. Non, on n'existe pas. Je veux dire pourquoi. Non, mais c'est très bien. Bravo, très bien. Non, mais attendez, on va pas non plus. Non, on n'existe pas. Pourquoi on n'existe pas? Il y a le problème de l'Europe. L'Europe. Et là-dessus, Macron avait tout à fait raison. Il faut travailler sur l'idée de défense européenne. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui en Ukraine, je pense que le fait que l'Europe soit désarmée militairement et moralement, mais qu'elle soit désarmée complètement, évidemment, a facilité le jeu de Poutine en disant voilà, je vais envahir. De toute façon, il n'y aura pas de réaction. On verra l'OTAN, c'est loin, etc. Bon. Et puis, de l'autre côté, d'ailleurs, vous avez Erdogan qui a des projets maléfiques absolument partout, parce que lui, il a intérêt à faire une guerre pour gagner ses élections, si tant est qu'il puisse les gagner en juin 2023. Il n'est pas sûr qu'il soit réélu. Donc lui, il a besoin d'une guerre, il va la faire. C'est clair, on peut prendre c'est parce que ces gens-là, pour ressouder leur peuple, c'est vrai Poutine aussi, ils sont obligés de jouer sur la fibre nationaliste, et une guerre est toujours utile. Et si vous voulez, le fait que on n'ait joué aucun rôle dans cette affaire, et pourquoi? Parce que Macron a fait ce qu'il a pu, président de l'Europe à l'époque, il a fait ce qu'il a pu, et il ne pouvait rien faire. Pourquoi? Parce que c'est la phrase de Staline à Pierre Laval avant la guerre, parce qu'il y avait des persécutions anti-religieuses en Russie, et en Union soviétique à l'époque, et Laval, le collabo bien connu, mais qui était à l'époque président du Conseil, avait dit mais faut arrêter ça, et Staline s'était amusé, moqué en disant mais le pape, combien de divisions? Bon, je veux dire, l'Europe, combien de divisions? Vous voyez, c'est dans ce sens-là. Moi, je pense que c'est un peu triste que aujourd'hui nous vivions complètement sous la chape de l'OTAN. Il faut, gardons l'OTAN, mais de l'autre côté, il faudrait clairement installer une défense européenne. Mais là, Macron est tout seul, il a raison, mais il est tout seul, et visiblement, les autres pays européens n'ont pas envie de l'écouter. Vous disiez tout à l'heure, ce qu'il faut aussi, sur le plan national, on va y revenir, c'est appliquer la loi. On voit depuis plusieurs semaines aussi des débats dont on n'avait plus l'habitude à l'Assemblée, par leur vivacité, parfois par leur violence. Encore, là, il y a quelques jours, c'était jeudi d'ailleurs, un député de Guadeloupe qui lance « Tu vas la fermer », un député du groupe Renaissance. Ça a beaucoup fait réagir. Il y a la question de l'obstruction parlementaire aussi. La présidente elle-même de l'Assemblée dit demain, elle va réunir les présidents de groupe pour en parler, parce qu'on se retrouve à déposer des milliers d'amendements, des centaines parfois seulement, mais ça suffit à bloquer les textes. Si on fait le comparatif, est-ce qu'aujourd'hui, vous trouvez que la vie parlementaire est plus dure qu'elle ne l'a été par le passé sous la Ve? Non. Non, parce que franchement, moi j'ai fait toutes les formes de journalisme, culture, sport, cinéma, tout ce que vous voulez, mais j'étais journaliste parlementaire à une époque, et les débats pouvaient être extrêmement violents. Et il y avait des députés connus pour interrompre tout le temps, balancer des trucs horribles, etc. Donc, si vous voulez, c'est un peu le jeu parlementaire. Regardez une belle démocratie, vieille démocratie comme la démocratie britannique, regardez les débats à la Chambre des communes, c'est épouvantable, les noms d'oiseaux, enfin bon, ça vole de tous les côtés. Mais c'est pas un signe de mauvaise santé de la politique. Non, ce qui me frappe un peu, c'est que ces gens-là ont l'air de se détester. Ça, c'est différent, parce que il y avait de la violence, mais c'était une forme de violence, comment dire, sublimée,
peut-être dans les années 70 d'ailleurs, justement. Plus pour la rhétorique. Et c'était la rhétorique, mais en même temps, c'est vrai, on le disait d'ailleurs, souvent on les voyait, après ils prenaient des points ensemble. Alors, c'est pas qu'ils étaient d'accord, non, ils étaient en désaccord, mais il n'y avait pas cette haine qu'on sent, qui n'est même pas une haine sociale, puisque les gens de la France insoumise sont des bobos, quoi. Ils viennent pas du peuple. Rarement, ce sont des fils de bourgeois. Mais si vous voulez, vous avez Eux, vous direz qu'ils représentent les classes populaires mieux que oui, les autres groupes. Oui, peut-être mieux que les prolos. Oui, les prolos, hélas, la gauche les a abandonnés. Aujourd'hui, ils sont très souvent au Rassemblement national. Est-ce que ça vous fait dire d'ailleurs que le plus probable, une fois que le quinquennat actuel sera terminé, c'est que Marine Le Pen succède à Emmanuel Macron à l'Élysée? Parce qu'on voit bien, chaque camp commence déjà à s'interroger, quel sera mon candidat pour 2027? C'est très tôt, et pourtant la question se pose déjà, et tous avec l'idée que la victoire de Marine Le Pen est une vraie possibilité. Vous avez raison, parce qu'elle monte. Ben, c'est clair, on le sent dans l'opinion. On sent l'exaspération des Français. Ils ont voté majoritairement pour Emmanuel Macron parce qu'ils voulaient ni de l'une ni de l'autre, c'est-à-dire Mélenchon. Et aujourd'hui, ils ont l'impression d'avoir été un peu refaits, de ne pas comprendre ce qui se passe. Et c'est vrai que cette espèce de côté se surplace. Et puis avec beaucoup des coups d'éclat médiatiques, je pense que ça irrite parce que les gens voient bien que rien n'avance. Rien n'est fait. Et ça, je pense qu'effectivement, vous avez raison, c'est le grand sujet des années à venir. Mais comment faire? Mais pour ça, il faut régler les problèmes. Si on continue à les empiler en disant mais non, c'est pas grave, et puis en annonçant sans arrêt voilà, on va faire ceci, on va faire cela, et puis les Français n'y croient même plus. Donc, c'est-à-dire, il faut prendre chaque problème et, je le répète, appliquer la loi. Alors après, c'est vrai que la loi n'est pas appliquée. Relative n'aide pas. Vous pensez d'ailleurs, dernier mot, que Macron peut encore réussir à faire un accord avec les Républicains d'ici la fin de son quinquennat pour gouverner avec eux sous la forme d'une coalition, d'un accord de gouvernement, ou qu'en réalité, ça s'est pas fait, ça se fera pas? Je pense qu'il peut, mais ça on peut toujours. On peut toujours, simplement, effectivement, il faut donner. Je ne suis pas sûr qu'il ait encore l'esprit, mais ça peut venir à un moment donné. Ouais. Mais il ne peut le faire que forcer parce qu'il n'a pas envie de partager. Et un accord, ça se fait à deux, et il faut donner beaucoup, c'est évident. En matière de programme, en matière de poste ministériel, mais pas seulement. En matière de programme aussi, parce que je pense que si LR s'alliait sans rien obtenir en contrepartie, LR mourrait. Et LR n'a pas l'intention de mourir, apparemment. Effectivement, et ce sera peut-être plus simple. On verra si on rediscute une fois le président désigné. Ce sera début décembre pour les Républicains. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci d'avoir été là ce matin. Histoire intime de la Ve République. La Belle Époque, c'est chez Gallimard.